Ok, let's go! Et c'est parti pour ce Rookcast numéro 28. Et aujourd'hui, on l'a dit, on l'a annoncé en grande pompe. On a parlé des nonos la dernière fois et aujourd'hui on va parler des tendons. Ben oui, parce qu'on entend souvent parler d'un tendon. Je me suis fait une tendinopathie ou anciennement une tendinite. Je me suis claqué le tendon d'Achille, mais c'est bien beau tout ça. Mais c'est quoi un tendon? De quoi il est fait? Pourquoi on se le claque? C'est ça qui est intéressant finalement. Parce que nos muscles, ils génèrent de la force, ok? Les os, ça sert à tenir le reste. Mais alors le tendon, il est là pourquoi? Mais peut-être parce que le muscle, pour le relier à l'os, il faut quelque chose. Et bah c'est ça. C'est le tendon, c'est juste un câble de connexion qui va venir attacher le muscle à l'os. Oui, c'est aussi simple que ça. Et quand le muscle se contracte, bah, il va tirer sur le tendon. Et le tendon, comme il est relié à l'os, bah, ça va venir le faire bouger. Parce que, et donc sans les tendons, bah, on peut avoir des muscles qui servent à rien. Voilà, finalement, c'est tout. C'est bon, fin du podcast. Allez, au revoir. Non, je rigole. Mais alors les tendons, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste une corde passive, c'est pas juste un moyen de transmission parce qu'ils sont vivants, ils sont un petit peu élastiques et surtout ils ont des petites fonctionnalités très intéressantes. Ils peuvent stocker et restituer l'énergie un petit peu comme un ressort, comme si on était chaussé sur des échasses. Ça, c'est un tendon. Et ce qui est encore mieux que ça, c'est que comme tout le reste du corps, eh ben, il va venir s'adapter au fur et à mesure des contraintes qu'on lui met dans la tronche. Voilà, et quand il se blesse, ben, c'est long et c'est compliqué à réparer parce que c'est une structure qui est complexe. Voilà, c'est tout, c'est simple. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, c'est quoi un tendon? Comment c'est fait? Pourquoi certains tendons, c'est un peu comme des ressorts? Comment le tendon il va se renforcer avec l'entraînement, parce que ça c'est super intéressant. Et ce qui se passe quand on se blesse, quand on a une tendinopathie, quand on a une rupture, et derrière, ben, comment on le soigne, et surtout, ce qui vous intéresse aussi, c'est comment on prévient les blessures. Et ben tout cela avec des mots simples, c'est parti, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans le merveilleux monde du collagène entre autres? Et ben c'est parti. On va prendre le tendon d'Achille, parce qu'il est bien connu, voilà. Merci le film de Troie, merci Brad Pitt, beau gosse au passage faut le dire. C'est un tendon qui est sans doute le plus gros et le plus fort de notre corps. Il relie les muscles du mollet, au talon. Voilà, au calcaneus, si on veut parler un petit peu scientifique. Alors on va voir, un tendon c'est principalement fait de collagène comme on l'a dit. Et le collagène c'est une protéine qui forme de longues fibres très résistantes. Voilà, comme ce qu'il y a sur les ponts finalement. Vous imaginez des cordes extrêmement fines qui vont être organisées et petit à petit ça nous fait un tendon. Donc le niveau 1 d'organisation, ça va être les molécules de collagène qui vont s'enrouler les unes autour des autres, un peu comme les spaghettis dans la casserole, voilà. Elles vont former une triple hélice, comme les 3 brins d'ADN qui seront tressés ensemble. Niveau 1. Niveau 2, attention. Ces triples hélices, elles se regroupent en paquets qu'on appelle les fibrilles. Donc c'est comme si vous prenez 3 cordes, vous les tressez ensemble pour faire une corde plus grosse. C'est ce qu'on a dit, c'est comme sur un pont, c'est exactement la même chose, ou comme sur une corde. Voilà, comme ça c'est encore plus basique. Niveau 3, les fibrilles se regroupent en faisceaux de fibres. Encore une fois, on empile pour faire plus gros et plus fort. Il n'y a pas de sous-entendu. Niveau 4, les faisceaux de fibres se regroupent en fascicules. Encore une fois, on prend les fibres, on les regroupe et on fait un truc plus gros. Niveau 5, les fascicules vont former el tendone. Et enfin, on y est, parce que sinon on aurait pu continuer jusqu'à la fin de la journée. Donc c'est comme une corde d'escalade, c'est plein de petits fils qui sont tressés ensemble, puis ces fils sont tressés entre eux, encore, et encore, ce qui va donner une super résistance. Tout est aligné dans la même direction, celle de la traction, celle de l'action du muscle. Et quand le muscle tire, toutes les fibres travaillent ensemble pour transmettre la force. Okay, parce que si on a une qui va aller à droite, si l'autre elle va à gauche, ben concrètement, on va pas vraiment tirer correctement. Et on va pas être efficient. Et un corps est conçu pour être efficient, efficace et rentable au niveau énergétique. Voilà, mais le tendon, c'est pas juste un amas de fibres inertes. Il y a des cellules vivantes à l'intérieur qu'on appelle les ténocytes, parfois aussi appelées fibroblastes dans les tendons. Voilà. Et ces cellules, elles sont là pour fabriquer et entretenir le collagène qui constitue le tendon. Donc elles vont venir réparer les petits dommages du quotidien et donc elles vont venir adapter le tendon aux contraintes qu'il a pris dans la tronche. Mais et oui, parce que c'est un corps humain, donc il y a toujours un mais. Les ténocytes ne sont pas très nombreux. Et le tendon, il est peu vascularisé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins qui arrivent. Et comme il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins qui arrivent, ça veut dire que le tendon cicatrise lentement. Mais on y reviendra par la suite, tranquillement. On a aussi dit que le tendon était un petit peu élastique. Et on va y revenir parce que ça peut paraître un peu, abracadabrant, qu'un machin qui est censé être relativement rigide quand on tire dessus soit élastique. Mais voilà, justement, les fibres de collagène, elles ont une légère ondulation naturelle.
comme des ressorts qui sont légèrement détendus. Et quand on tire dessus, forcément ça va tendre le ressort. Donc quand on tire avec le muscle sur le tendon, ça va venir tendre les fibres de collagène. Puis elles font revenir à leur forme initiale quand vous relâchez. Voilà, c'est tout. Et c'est cette propriété qui fait que le tendon est capable de stocker de l'énergie élastique, entre guillemets. Oui, on revient un petit peu au cours de physique, du collège, mais bon, on va pas trop rentrer dedans. Juste, ça stocke l'énergie élastique. Donc quand on court, à chaque foulée, votre pied, il va toucher le sol, il va percuter le sol. Votre tendon d'Achille va s'étirer, allez, un petit peu brutalement quand même, comme un élastique qu'on tire. Ça stocke l'énergie. Et quand vous repoussez le sol pour avancer, le tendon se contracte entre guillemets comme un ressort. Et il va restituer l'énergie et vous propulser vers l'avant. On a dit que le corps il a été conçu pour être efficient. Et c'est là où c'est intéressant parce que 30% de l'énergie de votre foulée, elle vient de ce petit rebond élastique. Sans ça, courir ce serait encore plus épuisant. Voilà. Et puis les kangourous vont pousser ce principe à l'extrême. Leurs tendons des pattes arrière sont tellement élastiques qu'ils peuvent bondir pendant des heures sans se fatiguer. Ils rebondissent littéralement. C'est génial. De toute façon, qui n'a jamais voulu être un kangourou quand il était petit? Mais par contre, on a différents types de tendons, on l'a dit. Ils sont pas tous pareils. On a des tendons courts et épais, comme ceux de la main par exemple. Eux, ils sont peu élastiques. Imaginez, on n'est pas conçu pour courir sur les mains. Enfin, on n'est plus conçu pour courir sur les mains. Ils sont peu élastiques, mais d'une grande précision. Donc, ce qui est parfait pour les mouvements fins et contrôlés de notre petite mimine. Les tendons longs et fins, comme le tendon d'Achille et le tendon rotulien, fin entre guillemets, eux, ils sont très élastiques. Donc ils vont stocker beaucoup d'énergie. Et donc c'est parfait pour les mouvements puissants et répétitifs, comme la course ou le saut. Ce pourquoi on est fait un petit peu à la base aussi. Et ensuite, on a les tendons plats et larges, comme ceux de l'épaule, ceux de la coiffe des rotateurs, la famoso coiffe des rotateurs, qu'on s'est quasiment tous pété un jour ou l'autre. Ils sont résistants et ils permettent des amplitudes de mouvement relativement complexes. Donc il faut retenir que chaque tendon, il est optimisé pour sa fonction spécifique. Mais c'est pas tout, parce que autour de ces petits tendons, on a une enveloppe, on a la gaine synoviale. Oui, parce que ceux qui ont déjà fait une écho, une radio, une autre photo là, parce qu'ils avaient mal à un tendon, on leur a peut-être parlé d'une synovite ou d'une inflammation de la gaine. Et on a tous, vous avez tous regardé ça en vous disant mais de quoi on parle? Moi, je connais les muscles, je connais les tendons et les os, mais c'est quoi là? C'est quoi ce charabia? Certains tendons justement, surtout ceux qui passent dans des endroits étroits, comme les tendons des doigts ou le tendon du biceps dans l'épaule, ils sont entourés d'une gaine. C'est comme un tube rempli de liquide lubrifiant. Et ça permet juste au tendon de glisser sans frottement. Quand cette gaine s'irrite, vous avez une ténosynovite. Donc c'est une inflammation de la gaine. C'est douloureux et ça coince. Voilà, c'est tout. Point à la ligne. Paragraphe suivant. On a parlé du tendon, on a parlé de ce qu'il enveloppe, on a parlé des différents tendons, mais on veut surtout savoir comment le tendon se renforce. Et comme on l'a dit, tout le reste se renforce, l'os, le muscle, le tendon, c'est pareil. C'est plus lent, on l'a dit, c'est moins vascularisé, on l'a dit, il y a moins de ténocytes, on l'a dit, mais le principe est le même. Quand on sollicite un tendon de façon répétée, avec une charge significative, vous allez créer des petits stress mécaniques. Les ténocytes, donc les cellules, dont on a parlé plus haut, elles détectent ces stress et elles vont réagir. Donc elles vont fabriquer plus de collagène, réorganiser les fibres pour qu'elles soient mieux alignées. On a dit on veut un paquet de spaghettis tout droit. Pas les spaghettis dans la casserole une fois que c'est cuit, sinon c'est pas intéressant au niveau de la transmission des forces. Et ces ténocytes vont aussi augmenter les connexions entre les fibres, ce qu'on appelle des crosslinks. Merci pour l'accent anglais, je sais, je me débrouille bien. Qui vont rendre le tendon plus rigide et plus résistant. Et le résultat, il est simple, le tendon devient plus épais, et donc il est plus fort, et donc il est plus rigide. Pourquoi plus rigide, c'est bon? Ça peut sembler contre-intuitif, mais un tendon rigide, c'est un tendon efficient. Un tendon qui est trop mou, qui est trop extensible, c'est comme un élastique tout mou, il va perdre de l'énergie. Alors qu'un tendon rigide, lui, il va transmettre la force du muscle à l'os de façon optimale, avec le moins de pertes possible. Et les athlètes de haut niveau, par exemple, ont des tendons très rigides, et c'est une adaptation qui est positive. Mais alors, c'est bien beau, on sait comment ça fonctionne. Comment on peut renforcer correctement nos tendons? Le travail excentrique, on en a parlé dans un podcast précédent qu'on vous invite forcément à réécouter, si ce n'est pas déjà fait. Le travail excentrique, c'est quand le muscle s'allonge sous une tension. Par exemple, quand on descend lentement d'un squat ou qu'on descend lentement une jambe depuis la pointe des pieds, pour le tendon d'Achille. Pourquoi l'excentrique? Parce qu'il va créer une tension mécanique sur le tendon. Le stimulus parfait pour l'adaptation. Et les exercices excentriques qui sont lents et lourds, on change d'accent. Donc les exercices excentriques, de manière lente, qui sont exécutés de manière lente et lourde, si on les répète régulièrement, c'est le meilleur moyen de renforcer un tendon.
Ok, donc par exemple des pointes de pied où on va descendre tout lentement, qu'on répète plusieurs fois d'affilée, une quinzaine de fois, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, pendant un certain nombre de semaines. C'est très long, c'est répétitif, mais retenez une chose, ça marche. Et c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Le tendon s'adapte lentement, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps et ne pas être impatient. Surtout pas. Si vous augmentez trop vite la charge ou trop vite le volume, ou trop vite la charge et le volume, parce que on est tous un peu pareil quand on est sportif, bah vous allez juste le blesser avant qu'il ait eu le temps de se renforcer, voilà. Et puis échec et mat, et donc vous allez juste perdre du temps au lieu d'être patient. Pardon. Et c'est le piège classique justement du coureur débutant. Il va commencer à courir, ses muscles deviennent plus forts, et en quelques semaines, il se sent bien, et il augmente tranquillou le kilométrage. Et paf, tendinopathie. Et ben pourquoi? Juste parce que les tendons, eux, ils prennent des mois à s'adapter. Et ils n'ont pas suivi le rythme du muscle. On l'a dit, la règle d'or, c'est d'augmenter le volume de 10% maximum par semaine. Soyez patient et vous allez juste vous dire merci. Vos tendons vont vous dire merci et tout votre corps va vous dire merci. On va résumer ça comme ça. Mais bon, il y a toujours des petits hurluberlus qui vont se dire bah, moi, je suis au-dessus du lot. Moi, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tendinopathie et, dans le pire des cas, rupture. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Déjà, première chose, on va revenir sur le vocabulaire. On a parlé pendant des années de tendinite et aujourd'hui, vous avez sans doute peut-être dû entendre parler de tendinopathie. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi? C'est la même chose, c'est un tendon, il y a le premier qui finit en it, l'autre en opathie. Bon, là, c'est la même chose, c'est le tendon, quoi. Eh ben, plus ou moins. C'est juste, entre guillemets, allez, un suffixe qui change, certes, mais ça en dit long sur notre manière d'approcher la pathologie. Pendant des décennies, on a parlé de tendinite, et le suffixe it, il désigne l'inflammation. Donc on pensait que la douleur au tendon, ça venait d'une inflammation. Mais, encore une fois, dans la médecine, il y a beaucoup de mais. Les recherches récentes ont montré que c'est faux. C'est faux, comme dirait Norman. Bon, on va pas trop s'attarder sur ce personnage. Dans la plupart des douleurs chroniques de tendon, il n'y a pas d'inflammation. Et on répète, il n'y a pas d'inflammation. Ou alors tout juste au début. Le vrai problème, c'est la dégénérescence du tendon, où les fibres de collagène elles vont se désorganiser, se fragmenter, et les zones de microdéchirure apparaissent. Le tendon il va perdre sa structure normale. C'est pour ça qu'on parle de tendinopathie, ou pathos, c'est la souffrance, plutôt que tendinite ou inite, c'est l'inflammation. J'espère que vous avez bien écouté. Sinon, on recommence. Et cette distinction, elle est importante parce que ça change complètement le traitement, même si c'est juste un changement de suffixe. Les anti-inflammatoires qui marchent pour une inflammation, ben, ils servent à rien, à walou, ou presque à walou, pour une tendinopathie. Et pourquoi on se fait une tendinopathie? Ben, on l'a dit avant, surcharge progressive. C'est la cause numéro uno. Vous en demandez trop à votre tendon, trop vite et trop longtemps, et ça, il n'est pas d'accord. Si vous passez de 20 bornes à 50 bornes par semaine en un mois, ben, ça va pas le faire. Si on se met au tennis, que quelqu'un va jouer un tournoi entier sur un week-end, alors qu'il n'a pas l'habitude, qu'il était d'habitude à 1 ou 2 entraînements semaine, mais que là, fallait remplacer le poteau qui était allé aux Seychelles, et le poteau des Seychelles, lui, il a tout compris. Bref, en résumé, le tendon, il va accumuler des micro-dommages plus vite que ce que le tendon est capable de réparer. Donc petit à petit, la structure va se dégrader. Ok ? On peut avoir un changement brutal d'activité. Si vous ne faites pas de sport depuis des mois et tout d'un coup, vous allez vous taper un foot de 2 heures tous les soirs avec les poteaux, les tendons, ils ne sont pas réparés le lendemain et ils vont juste mettre des gilets jaunes, se poser sur un rond-point et faire barbecue, en résumé. On a aussi une mauvaise technique. Par exemple, pour la course à pied, si vous avez une technique de course un peu bizarre ou une prise de raquette mauvaise pour un tennisman ou badminton ou tutti quanti, ça va créer des contraintes anormales sur certains tendons et derrière, tendinopathie. Et on a parlé aussi de l'eau. La déshydratation, c'est important. Et le tendon a besoin d'eau pour maintenir ses propriétés mécaniques. Donc, s'il est déshydraté, il devient cassant. Et s'il est cassant, il est cassant. Voilà. Et on a aussi fait un petit podcast sur le vieillissement qu'on vous invite à écouter. Et on y revient encore. Avec l'âge, le collagène se dégrade naturellement. Donc, les tendons ils deviennent moins élastiques, ils sont plus fragiles. Et c'est pourquoi les tendinopathies elles sont plus fréquentes après 40 ans. Et désolé pour l'accent, c'est sorti tout seul. Mais c'est pour vérifier que vous êtes bien réveillé. Alors les tendons les plus touchés, parce que ça c'est un peu de stats, ça fait toujours du bien. Le tendon d'Achille, le gros cap derrière la cheville là, El Famoso, il est très sollicité, j'appelle mon orthophoniste après. Il est très sollicité en course, en saut
Et c'est une tendinopathie qui est assez fréquente, mine de rien, chez les coureurs. Ensuite, le tendon rotulien, le tendon patellaire, celui qui relie la patella au tibia. Celui qu'on appelle un jumper's knee, le genou du sauteur, il est fréquent au basket, au volley par exemple. Et la coiffe des rotateurs. Ah, celle-là, on la connaît. C'est 4 petits tendons qui vont venir stabiliser l'épaule, qui sont très sollicités dans tout ce qui est sport de lancer, dans la muscu, dans la natation. Et bah ceux-là, franchement, si vous les avez pas eu, vous avez de la chance. C'est le moment de jouer au loto ce soir. Et un petit dernier, le tennis elbow et le golfer elbow. C'est quoi ça? Oui, c'est au niveau du coude. C'est les épicondyliens. Encore un mot abracadabrant qu'on a cherché en médecine. Pour faire genre, on avait un bac plus 18. Ouais, c'est juste les tendons de l'avant-bras qui vont s'attacher au niveau du coude, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et c'est ça, le tennis elbow ou le golfer elbow. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est comment ça se manifeste, où, quand, quoi, comment. Et alors, qu'est-ce qu'on sent? Au début, on a une douleur après l'effort qui va disparaître au repos. Ça chauffe un peu, mais ça passe. Et petit à petit, c'est pendant l'effort. C'est quand on va chercher à forcer. Et ça va nous obliger à ralentir ou à arrêter parce que ça va lancer pendant le concours. Ça va lancer au fur et à mesure d'un match de volley, etc. ou de tennis ou autre, n'importe. Et parfois, si on a des douleurs même au repos, c'est qu'on est dans un stade plutôt avancé. Et c'est là où ça commence à être un peu problématique. Si on a des douleurs dans les gestes de la vie quotidienne, c'est pas foufou. Même quand monter l'escalier, ça fait mal, c'est déjà un petit peu tard. Et le signe caractéristique, ça va être une douleur qui est pire le matin au réveil et qui s'améliore un petit peu en bougeant. Puis qui empire avec une activité prolongée. Voilà, c'est pas bon du tout. Et au toucher, le tendon il peut être gonflé, sensible. Parfois, on sent des nodules, des zones d'épaississement un peu croustillantes comme ça. Et ce qui se passe à l'intérieur, si on regarde au microscope, les fibres de collagène, elles sont plus bien alignées. On en a parlé. C'est un peu le chaos, c'est l'anarchie, comme les spaghettis qui sont dans la casserole. Ils sont emmêlés. On a des zones de micro-déchirure entre les fibres et une tentative de réparation qu'on appelle anarchique. Donc le corps, il essaie de réparer, mais il fait n'importe quoi. Il va produire du collagène dans tous les sens, c'est désorganisé. Le but étant juste de combler les trous qui ont été causés par les micro-déchirures. On a des néovaisseaux qui sont anarchiques, donc des néovaisseaux sanguins, qui vont un peu pousser n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Parce qu'on le répète, normalement, le tendon, il est peu vascularisé. Sauf que là, on a plus de vaisseaux qui arrivent. Et ces vaisseaux, ils sont accompagnés de nerfs, ce qui manifeste une douleur. Voilà, c'est simple. Et dans les cas extrêmes, on en vient à la rupture du tendon. Et là, c'est vraiment pas cool. Et ça arrive généralement de 2 façons. Soit c'est une rupture sur un tendon sain, avec un traumatisme violent. Par exemple, un basketteur qui retombe mal d'un saut et clac, le tendon d'Achille il lâche. C'est rare, mais qu'est-ce que c'est spectaculaire pour les kinés. Franchement, je suis désolé, les vidéos, elles sont exceptionnelles. Soit, et c'est plus classique, c'est un tendon dégénéré qui est rupturé. On l'ajoutera au dictionnaire celui-ci aussi. Donc une rupture sur un tendon dégénéré. Là, le tendon est déjà abîmé par une tendinopathie chronique. Il va devenir tellement fragile qu'un geste banal va suffire à le rompre. Il a juste marché, ça a claqué, ou il a raté la marche et flap. Plus de tendon d'Achille. Bisous, au revoir. La réalité, c'est juste que le tendon, il était un peu pourri depuis des mois. Et que le Gugus, il s'y est pas trop attardé en se disant « Ah, ça va passer ». Non, oui, c'est passé à la trappe surtout. C'est passé sur la table, sur le billard, avec le chir. La sensation, on entend souvent, ou on sent un clac, un pop, comme si quelqu'un nous avait donné un petit coup de bâton derrière la jambe. Bon, ça c'est pour le tendon d'Achille. Et juste après, une douleur intense, et pour le cas du tendon d'Achille, l'impossibilité de marcher. Généralement, la personne, elle essaie de se mettre debout, et ploup, elle retombe aussi sec. C'est pas plus compliqué que ça. Et le traitement, la chire, dans la plupart des cas, parce que le but, c'est juste de réinsérer le tendon, de le recoudre, et ensuite on immobilise avec une bobotte pour le tendon d'Achille. Et la rééducation, tenez-vous bien, parce qu'elle est très longue. On ne parle pas de 2-3 semaines, on parle de 6 à 12 mois parfois pour un retour au sport. Donc, entre faire attention à quand je sens un petit peu mon tendon, et ça peut se régler en quelques mois, et c'est pas grave, je vais continuer, et clac, il y a une petite différence au niveau du délai de retour au sport. Gardez-le bien en tête. Donc la prochaine fois que vous commencez à le sentir, dites-vous, j'ai peut-être un peu forcé, ça sert à rien de continuer, sinon je vais juste risquer d'empirer la chose. Voilà, on pose ça là. Après, si vous continuez, nous, ça nous fait du business au kiné, il n'y a aucun problème. Parce que le traitement, c'est quoi? Le traitement, justement, il n'est pas aussi simple. Elles sont très longues à soigner, on parle de mois et pas de semaines. Et ce qui ne marche pas, justement, c'est le repos complet et prolongé. C'est contre-intuitif, mais immobiliser totalement un tendon va le rendre encore plus fragile, parce qu'il va perdre ses propriétés mécaniques. Et à la reprise, encore une fois, on vient à Alsace ici. Mais revenons à nos flammes cuches.
Donc il va perdre ses propriétés mécaniques. Et à la reprise, il va casser encore plus facilement. Et là, vous me dites, ouais, mais quand on se fait opérer, il faut que ce soit immobilisé avec une batte. Oui, parce que c'est en post-opératoire. Et là, il faut effectivement laisser au corps le temps de recoudre lui-même les petits... Enfin, de recoudre. De faire le lien entre les deux morceaux que le chirurgien a recousus. Ok ? Deuxième chose, les anti-inflammatoires, ça sert à rien. C'est très peu utile parce qu'il n'y a pas vraiment d'inflammation, on l'a dit. Et ça peut même ralentir la guérison à long terme. Oui, vous avez bien entendu. Ça peut ralentir la guérison de prendre des anti-inflammatoires pendant une tendinopathie. Et autre chose, c'est que les infiltrations à la cortisone que beaucoup de personnes, je ne donnerai pas de nom, peuvent vous proposer, ça peut soulager temporairement, mais ça va aussi affaiblir le tendon. Et derrière, on a un risque de rupture qui est augmenté. Donc, à éviter de manière générale. Mais qu'est-ce qui marche alors ? Parce que c'est bien beau, si la plupart des choses qu'on nous propose ou proposées dans le domaine médical ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait alors ? Déjà, vous allez chez votre kiné. Et votre kiné, il devra vous faire un travail excentrique progressif. On en a parlé plus haut, et c'est le traitement de référence actuel. Le protocole qu'on a vu, donc des exercices excentriques, lents et lourds. Alors lourd, ça se tient au fur et à mesure. On va augmenter la charge. C'est sûr que quand vous allez vous pointer la première fois, on ne va pas faire un petit deadlift à 100 kg pour le tendon d'Achille. Et ces exercices, vous allez devoir les répéter de manière quotidienne, voire pluriquotidienne, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pas pendant 3 semaines, oh je sens plus rien, et bamboleo, je retourne à la playa et schlac. Non. Pendant 2-3 mois, on continue et on augmente progressivement la charge pour refaire un beau petit tendon picobello. Et pourquoi ça marche ? Ce petit travail excentrique ? Simplement parce que ça stimule les ténocytes à produire du nouveau collagène de qualité et bien organisé. Ça réorganise les fibres et ça réduit les néovaisseaux qui sont anarchiques. Derrière, on a une adaptation de l'activité. On n'a pas d'arrêt total, mais une réduction. On va trouver le niveau où on peut bouger sans aggraver la douleur. Si effectivement c'est impossible, il y a un arrêt temporaire de l'activité. Mais ce qui sera le plus intéressant, c'est d'adapter celle-ci pour ensuite aller sur une progression très graduelle, tant au niveau de l'activité qu'au niveau des exercices. Une fois que ça va mieux, on reprend par petites touches. On augmente de 10% par semaine, maximum. Derrière ça, on peut avoir la chirurgie en dernier recours, forcément. Donc, retenez qu'il faut être patient. Une tendinopathie qui dure depuis 6 mois ne va pas guérir en 3 semaines et 2 séances de kiné. Comptez au moins autant de temps pour guérir que de temps qu'elle a mis à s'installer. Comme ça vous donne un bon petit référentiel. Et ça va surtout peut-être vous pousser à venir consulter plus tôt. Parce que souvent les ordonnances là, qui datent de 3 mois, 4 mois, on vous voit et on sait très bien ce que ça veut dire et on sait très bien vers où on va. Mais alors c'est bien beau tout ça, mais comment éviter de venir nous voir, même si ça nous fait du business ? Et donc on le répète, la progressivité, on ne le répétera pas assez. Augmentez votre volume d'entraînement progressivement. Voilà. Bon, ça rentre pas au Scrabble parce qu'on n'a que cette lettre, mais retenez quand même le mot. Maximum 10% par semaine. Vos tendons ont besoin de temps pour s'adapter. Voilà, si jamais on l'a pas encore assez répété pendant tout le podcast. Échauffez-vous aussi. Un tendon froid est un tendon cassant. Échauffez-vous 10-15 minutes avant l'effort intensif. Ça augmente la température et la vascularisation du tendon et de tout le reste du corps. Et si jamais vous voulez plus d'infos sur les échauffements, n'hésitez pas à scroller un petit peu dans les podcasts. On en a fait un il y a quelques mois. Point suivant. La variété. Ne faites pas toujours les mêmes mouvements. Variez les activités, ça évite la surcharge d'un même tendon. Et surtout, c'est meilleur pour votre corps de faire des entraînements différents, de faire des activités différentes pour être polyvalent, pour être fonctionnel dans votre vie de tous les jours. Next one, la technique correcte. On en a parlé. Si vous êtes un petit peu à côté de la plaque et que vous avez une mauvaise technique, c'est pas bon. Une bonne technique va répartir les contraintes de manière équilibrée. Et une mauvaise technique va surcharger certains tendons. Donc investissez dans des petits cours, dans un coach, etc. C'est jamais perdu. Ensuite, du renforcement préventif. Faites régulièrement du travail excentrique, même sans douleur. Le renfort, la muscu, c'est pas juste pour finir sur la scène du top de Colmar ou des Arnold classiques. C'est comme une assurance pour vos tendons. 2-3 fois par semaine, ça suffit. On vous demande pas d'aller à la salle de sport, mais juste de faire des entraînements réguliers, variés et préventifs. Vous nous direz merci dans quelques années, accessoirement. Et on l'a dit, l'hydratation, buvez de l'eau, parce qu'en Alsace, on sait ce que vous buvez. Et n'oubliez pas que l'alimentation également, c'est complémentaire. Le collagène a besoin de protéines, de vitamine C pour la synthèse et de minéraux.
Et surtout, écoutez les signaux. Si vous avez une douleur persistante au même endroit, c'est un signal d'alarme. N'ignorez pas ce genre de choses. Ça ne va pas forcément partir comme c'est venu. Donc, adaptez vos entraînements avant que ça devienne chronique. Ok ? Donc, petite conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Un tendon, c'est magique, c'est comme le reste du corps. Donc, c'est grosso modo comme des câbles. Des petites fibres qu'on entoure ensemble, qui vont former des plus grosses fibres, qu'on va assembler, qui vont former d'autres grosses fibres, pour former comme un ressort élastique, qui sont des connecteurs essentiels entre le muscle et le os. Et le os, bon, vous avez compris. Et n'oubliez pas que c'est une structure qui s'adapte à l'entraînement, qui va se renforcer progressivement, mais lentement. Et quand on se blesse, c'est long, c'est frustrant, mais avec de la patience, avec du travail excentrique et de la progressivité, la guérison est tout à fait possible et atteignable. Respectez vos tendons, soyez progressifs, échauffez-vous, hydratez-vous, mangez correctement, mangez vos protéines, et grosso modo, tout va bien se passer. Ok ? N'hésitez pas à nous lâcher un petit like, un petit commentaire, etc. À vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour un prochain podcast. Et cette fois-ci, forcément, vous l'avez compris, on a parlé de l'os, on a parlé du tendon, on va parler du muscle. Ok ? Amusez-vous bien, entraînez-vous correctement et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Allez, la bise.